BFM Business présente Hebdocom, Sofiane Aklouf. Bonjour Éric Leurchevêque. Merci de nous accorder cette interview. 2 semaines après l'enlèvement de votre ami et le cofondateur de l'entreprise, David Ballan et sa compagne, comment allez-vous ? Écoute, moi ça va. Ça va, 15 jours ont passé, ça m'a permis de prendre un petit peu de recul, de me reposer, de rester un petit peu en famille. Et donc aujourd'hui ça va. Ça va. Et David et Amandine, comment vont-ils ? Alors ils vont bien, mais ils sont quand même marqués. Ils ont vécu des moments très difficiles et s'ils sont bien sortis, on va dire, il faudra quand même du temps pour qu'ils s'en remettent complètement. Donc ils sont entourés de leurs proches, ils sont en sécurité, donc d'une manière générale ça va, mais on sait que la route va être longue quand même. Ils sont partis, ils se sont mis au vert quelque part ? Ils sont mis quelque part au vert, tout à fait. Je pense qu'ils avaient besoin de prendre un petit peu de champ et surtout de se retrouver avec leurs proches. Vous avez beaucoup de succès dans le monde des affaires, vous avez une émission connue dans laquelle vous êtes maintenant, vous avez réussi quand même beaucoup de choses dans votre vie, on peut le dire, et tout d'un coup votre vie est venue être percutée par cet événement traumatisant. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui ? En fait, quand c'est arrivé, déjà comment dire, je savais que c'était une possibilité. C'est des choses auxquelles on réfléchit. Donc, je ne pensais pas que ça allait arriver à David. J'avais plusieurs hypothèses. Je pensais surtout que ça pouvait arriver à moi. Je pensais qu'on pouvait venir chez moi, faire un homejacking. Donc, j'avais mis en place des protocoles, des sécurités par rapport à ça. Mais je n'avais pas envisagé en fait, l'enlèvement d'un proche de cette manière. Et la première chose que je me suis dit, en réfléchissant plus par rapport à ma vie, c'est que ok, il y aura un avant et un après, et qu'il faudra prendre des mesures, des précautions pour faire en sorte que ça puisse plus arriver. Vous en avez pris des mesures ? Bien sûr. De sécurité ? Oui, tout à fait. J'ai pris des mesures de sécurité. Alors j'avais déjà un certain nombre de protocoles de sécurité qui existaient, mais là, elles ont été largement renforcées. Oui. Ça veut dire quoi, un service de sécurité par exemple ? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais oui, c'est ce qu'on peut imaginer. Oui, une protection rapprochée. Et vous avez dit, je pensais que ça pouvait m'arriver à moi. Ouais. Vous pensez que vous étiez la cible de l'enlèvement de David ? J'étais forcément une cible vu que j'ai été contacté, donc je faisais partie du périmètre. Je ne sais pas si j'étais ciblé en particulier, mais en tout cas, j'étais là, c'est certain. Oui, on sait qu'à partir du moment où il y a une certaine forme de richesse et de réussite, on est forcément exposé à de la violence potentielle, d'une manière générale. Oui, mais c'est proche aussi. Qu'est-ce que ça fait, ça, de se dire que peut-être parce qu'on est exposé, qu'on a réussi, comme vous dites, nos proches peuvent être victimes ? Qu'est-ce que ça fait ? Je me dis, c'est peut-être bien de ne pas être mon ami. Donc, je ne sais pas. En fait, c'est un problème un peu insoluble parce qu'on ne peut pas non plus protéger tout le monde, on ne peut pas non plus vivre dans la peur en permanence. Mais c'est un des éléments aujourd'hui avec lesquels il va falloir faire. Oui. Vous avez pensé à tout arrêter justement par rapport à vos proches ? Ah non, pas du tout. Non, absolument pas. Hors de question. Hors de question d'arrêter, hors de question de changer de vie, de déménager, d'aller à l'étranger, de partir, de m'effacer. Non, absolument pas. Jamais. Jamais. Même au moment où vous recevez cette horrible vidéo du doigt sexuel. Oui. En tout cas, je pense pas à ça en tout cas. Mais après, une fois que l'événement est terminé, que je me pose des questions sur comment je vais m'organiser, à aucun moment je me dis que je dois arrêter ce que je fais ou me cacher. Non, pas du tout. C'est pas une option possible. Alors vous avez reçu, je suis désolé de revenir dessus, cette vidéo atroce qu'on ne peut sans doute pas imaginer. Est-ce que vous pouvez quand même, avec vos mots à vous, essayer de nous dire ce que vous avez vécu ? Ça a été très difficile, puisque on est dans le réel, on est dans la violence, on est dans quelque chose de très 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 dur. Et ça a été un choc, un choc très fort. Et qui fait prendre conscience qu'on bascule en fait dans quelque chose d'encore pire que l'enlèvement. En fait, il y a une graduation dans l'horreur, et là, on a franchi un palier, et ça a été un moment, bien sûr, très, très difficile. Vous dites quoi à ce moment-là ? Ça va jamais se terminer ? Non, je me dis, il faut que je me concentre. Il faut que je me concentre pour sauver David et Amandine. C'est ma seule mission, c'est mon seul objectif, et on met de côté tout le reste. On se dit, ok, c'est pas le moment de flancher, quoi. Vous acceptez de nous en dire plus sur les conditions dans lesquelles vous la recevez ? Vous êtes tout seul, vous êtes entouré ?
Alors, quand je reçois les premiers messages, je suis dans mon domaine où je fais un séminaire avec des entrepreneurs. Donc, c'est mon activité. Donc, j'ai dû partir assez rapidement pour gérer la situation. Et mon premier réflexe a été, après quelques secondes de sidération, parce que quand on reçoit ça, on sent que c'est pas normal, qu'il y a quelque chose on met du temps, en fait, vraiment avant de comprendre la gravité de la situation, mais au bout de quelques secondes, on se ressaisit et j'ai immédiatement appelé la gendarmerie. Parce que cette vidéo, elle vous est directement adressée, nommément? Alors, oui, en tout cas, je la reçois et elle est adressée. Enfin, oui, bien sûr, c'est pour moi. Aujourd'hui, cette vidéo, traumatisme, qu'est-ce que vous avez... Je suppose qu'on ne s'en remet pas forcément, qu'on n'arrive pas forcément à passer à autre chose. Vous en êtes où, vous? Alors si, j'essaye de passer à autre chose. J'essaye de mettre ça derrière moi d'une certaine façon, même si évidemment ça va faire partie de moi, de mon histoire et on ne pourra pas l'oublier. Donc il va falloir le gérer sur le long terme. Il va falloir aussi faire une thérapie, parce que c'est quand même un choc et on ne peut pas juste laisser ça comme ça. Mais la vie continue. Ce qui compte, c'est surtout David et Amandine. Moi, c'est une chose, mais c'est surtout eux qui ont vécu quelque chose de vraiment très difficile. Et aujourd'hui, ils s'en sont sortis. La vie continue. Et c'est surtout à ça que je m'attache. Eux, ils s'en remettront, vous pensez? Oui, j'en suis sûr. Ils s'en sont sortis aussi grâce aux grâce au GIGN, grâce aux forces de l'ordre, à la gendarmerie, à la police, la BAC, les enquêteurs, la procureure de Paris, le parquet qui a vraiment mis en place en fait des moyens exceptionnels. Bien sûr, c'est plusieurs centaines d'hommes et de femmes qui ont travaillé non-stop pendant 48 heures pour vraiment les retrouver. Donc oui, c'est grâce à tous qu'ils s'en sont sortis. Ouais. Et heureusement qu'ils étaient là. Bah oui, on a la chance en France d'avoir le GIGN, qui est vraiment une unité d'élite absolument incroyable. Qui a réussi à les sauver, donc avec les enquêteurs, à les retrouver, à prendre d'assaut les différents lieux et de sortir David et Amandine des griffes des ravisseurs. Même si c'était en 2 temps finalement, il y a eu une forme de montagne russe, j'imagine, du fait de savoir qu'ils n'étaient pas ensemble. Oui, on ne savait pas s'ils étaient ensemble ou pas, puisqu'on n'a aucun moyen de le savoir. Et on a eu évidemment, quand le GIGN a réussi à localiser, à sortir David, ça a été une joie, un soulagement. Mais très rapidement, on a compris qu'Amandine n'était pas là. Et donc, oui, c'est l'ascenseur émotionnel assez fort. Et là, il faut se reconcentrer. C'est quoi la suite pour vous avec cette affaire? Maintenant, ils se sont libérés, l'affaire judiciaire continue, ça va continuer? Oui, la suite pour moi, c'est l'enquête, c'est l'instruction, le procès, un jour. Moi, mon seul objectif, c'est que l'enquête puisse continuer, se faire dans les bonnes conditions pour trouver l'ensemble des personnes qui ont participé à l'enlèvement. Et puis ensuite, aussi, faire en sorte que les coupables soient jugés sévèrement. Alors, vous le dites, l'ensemble des coupables, vous n'irez peut-être pas sur ce terrain-là, mais d'après nos informations, on nous dit que peut-être le ou les commanditaires n'ont pas été attrapés. Ça veut dire qu'ils continuent, que comme c'était des jobbers, des personnes recrutées, ils pourraient refomenter des coups comme ça. Comment on vit avec ça? Qu'est-ce que ça vous fait? Je ne vais pas spéculer là-dessus parce que j'en sais rien. Mais effectivement, il y a eu des affaires similaires avant. Il y a eu cette affaire, il y en aura sûrement après. C'est malheureusement un des éléments avec lesquels on doit vivre, d'une manière générale, la violence dans notre société. Et donc c'est pour ça qu'il est important de pouvoir apporter des réponses à la hauteur des enjeux. Vous avez encore peur aujourd'hui? Non. Non. C'est pas que... Alors peut-être que je devrais avoir peur. Enfin, c'est pas le sujet. Je suis pas quelqu'un qui a souvent peur. En tout cas, je le vois pas comme ça. Parce que je ne souhaite pas, en tout cas, que ce type d'événement puisse avoir un impact sur ma vie. Donc, je mets en place des solutions, la sécurité, des protections, qui fait que, de ce fait... j'ai pas de raison d'avoir peur parce que je vais protéger les miens. Mais il faut surtout que la vie continue et il est hors de question pour moi de renoncer, d'abandonner. C'est pas une possibilité. La vie continue, mais on vit pas tout à fait normalement après ça. On va essayer de vivre normalement, c'est-à-dire qu'on met en place des solutions et le but c'est de continuer à vivre normalement. Moi je veux pas accepter que
la peur ou de potentiels en fait, actes de violence futurs puissent m'empêcher de vivre. Donc il ne s'agit pas d'ignorer. Donc on met en place des solutions, encore une fois, mais clairement, psychologiquement, je ne veux pas du tout me laisser abattre par ça. Et ni David ni Amandine, du reste. Hein. Oui. Ils ne veulent pas que cette affaire les détruise. Et du reste, on voit bien que David, avec son sens de l'humour, lorsqu'il a changé sa bio hein, sur X, montre une vraie résilience et une vraie force et une véritable envie de montrer que cet enlèvement l'a pas changé. Donc vous allez retravailler ensemble ? Ah bah, bien sûr, bien sûr, on va continuer à travailler ensemble, on continue d'être amis, on continue de se voir. Bien sûr, il ne faut pas que ce type d'événement, en fait, même si sur le moment est traumatisant et un véritable choc, puisse sur le long terme complètement changer la vie et empêcher de... Mais est-ce que pour vous, vous pensez qu'il faudrait prendre des mesures plus protégées, les influenceurs, les gens qui ont de la crypto-monnaie? Est-ce que pour vous, il y a des choses à faire, que ce soit du point de vue étatique, du point de vue de la loi? Alors, je pense qu'il faut simplement que la loi soit appliquée. Je pense qu'il faut simplement que lorsque des personnes commettent des délits graves, elles soient punies en conséquence. Je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de laxisme. Je pense que le rôle de l'État là-dessus doit être clair, doit être fort. Ensuite, en ce qui concerne les personnes elles-mêmes, je ne pense pas que ce soit à l'État de les protéger. Je pense que c'est à chaque personne de prendre ses responsabilités et de financer sa sécurité. Moi, je ne suis pas pour que l'État vienne gérer ma vie. Ce n'est pas du tout, en tout cas, ma philosophie. Mais par contre, l'État doit absolument assurer une justice forte. Oui, mais il faudrait moins apparaître parce que c'est les personnes exposées, vous avec votre émission, les personnes sur Non, les réseaux mais sinon, sociaux. en fait, c'est le syndrome de la jupe courte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir avec une jupe courte, sinon on va se faire violer. Donc on ne peut pas montrer sa réussite, sinon on va se faire cambrioler ou enlever. Donc je pense qu'il faut être raisonnable. Il ne faut pas non plus faire le malin et montrer pour montrer, parce que de toute façon, je pense que ce n'est pas une bonne chose d'un point de vue philosophique d'étaler pour étaler. En tout cas, moi, je n'ai pas le sentiment d'étaler ma richesse. Enfin, ce n'est pas le but. J'aime parler de l'entrepreneuriat, j'aime parler de la réussite, mais des échecs aussi. Et en tout cas, dans le contenu que je produis, on est plus autour d'une transmission d'expérience et de création de valeur. Mais sur le reste, je pense qu'on doit être libre, on doit pouvoir faire ce que l'on veut. Et il faut qu'on arrive à vivre dans un état de droit et de justice où toute personne qui voudrait commettre des actes répréhensibles soit face à une réponse judiciaire qui soit implacable. Vous rempilez donc dans une émission, on en a parlé, Qui veut être mon associé, alors que vous êtes devenu une cible. Est-ce que vous avez réfléchi à ça ? Non, pas du tout. De toute façon, j'ai une présence médiatique depuis quelques années. Je ne vais rien changer. Et, moi, ce qui compte aujourd'hui, pour moi, c'est de parler de l'émission, de parler des entrepreneurs, parler des projets, de la réussite de ces projets. Enfin, c'est de la création de valeur, de montrer qu'en fait, il y a plein de gens en France qui contribuent à l'économie et à créer plein de projets intéressants. C'est ça le message que j'ai envie de passer. Et le reste, en tout cas, je ne veux pas être affecté par l'événement. Alors parlons-en de cette émission et de cette 5e saison qui démarre le mercredi 5 février sur M6. On rappelle le principe, ce sont des porteurs de projets qui viennent présenter leur entreprise à des jurys, dont vous faites partie de ce jury-là. Et le but, c'est de décrocher un apport financier contre une part, en tout cas le pourcentage de l'entreprise. C'est vraiment la guerre entre les membres du jury pour savoir qui va mettre au pot et qui va décrocher la martingale ou pas? Alors oui, c'est parfois la guerre, parce que parfois, et de plus en plus, il y a des projets qui sont vraiment de bonne qualité, donc avec des super entrepreneurs, un produit intéressant, des chiffres d'affaires, une rentabilité. Et donc tout le monde va vouloir prendre un morceau de ce projet, de l'entreprise. Et donc oui, il va y avoir pas mal de batailles. Et en plus, on a souvent une approche, une vision de la vie qui est assez différente entre les différents membres du jury, parce qu'avant tout, on est surtout entrepreneurs avec des visions fortes des choses à faire ou à ne pas faire. Et parfois, on va se confronter nos opinions. Et donc, il y a souvent du clash et des batailles rangées. Ouais. Alors, vous avez investi combien cette année? Ça, je ne peux pas le dire, mais pas mal.
pas mal. Voilà, chaque année, j'investis parce que chaque année, en fait, je suis convaincu par des projets. Et c'est ce que j'aime dans l'émission, c'est qu'il y a toujours des surprises. Pardon de le dire, mais pourtant, vous n'êtes pas le plus généreux quand on regarde l'émission. Vous êtes là depuis le début. Et parfois, vous êtes un peu dur et on se dit, il y a certains de vos collègues qui misent un peu plus. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas aussi généreux qu'eux? Alors, ce n'est pas une question d'être généreux, c'est une question en fait de travailler la valorisation. En fait, quand on achète quoi que ce soit, même un bout d'entreprise, on va toujours discuter de combien ça coûte, de quelle est sa valorisation. Et c'est vrai que j'ai tendance à faire très attention parce que en fait, les entreprises, statistiquement, toutes ne vont pas réussir. Et certaines pourront un jour se développer, être revendues, mais pour pouvoir avoir un retour sur investissement, puisque quand même le but c'est d'investir pour avoir un retour sur investissement, eh bien il faut négocier au mieux la valorisation. Et là-dessus, moi, j'ai aucun problème à casser les valorisations, à les discuter, à les tirer vers le bas. Et ce n'est pas une question d'être généreux ou pas, c'est juste une question de bon sens. Pourquoi est-ce que vous avez accepté ce rôle quand on vous l'a proposé? C'est pour mettre en lumière Ledger? Alors pas du tout, puisque ce n'était pas le sujet. Et en plus, Ledger, la France va représenter 2 ou 3% du marché mondial pour Ledger, donc ce n'était pas vraiment un sujet. Non, c'était plus personnel. J'avais envie de montrer aux Français que l'entrepreneuriat était porté par des personnes venant de toutes origines, de tout endroit, avec des histoires différentes, et de casser un peu cette difficulté qu'on a en France sur la réussite, qu'on va tout de suite souvent voir avec un prisme un peu éculé, du patron qui exploite l'ouvrier. Enfin, tout ça, je pense que c'est plus du tout le sujet. Une grande partie de l'économie est faite par des porteurs de projets qui ont des PME, des TPE, qui travaillent, qui embauchent et qui viennent de partout, qui ont plein d'histoires à raconter. Et c'était ça l'objectif, de les mettre eux en lumière et de pouvoir aussi inspirer des plus jeunes à pouvoir s'intéresser à l'entrepreneuriat. Mais ça veut dire que cette émission, c'est une émission pro-business, pro-patron? Non, elle est pro-business, elle n'est pas forcément pro-patron, puisque en fait, le terme patron aujourd'hui, franchement, qu'est-ce que ça veut dire, un patron, c'est quoi? Non, ce sont des entrepreneurs, ce sont des personnes, en fait, des hommes et des femmes qui vivent leurs projets à fond, qui créent de l'emploi et donc qui vont effectivement recruter, mais qui vont aussi mettre toute leur énergie, toute leur vie dedans pour réussir à créer de la valeur économique. Donc c'est plutôt la mise en lumière en fait de l'entrepreneuriat, de la capacité de créer des projets, de construire, de faire et d'être dans l'action. Est-ce que justement il y a cette année un projet qui vous a particulièrement touché ou enthousiasmé? Alors il y en a plusieurs, mais je ne vais pas les révéler puisque... Sans nous dire la somme que vous avez pu mettre, mais est-ce qu'il y a des thématiques par exemple qui vous ont touché ou des choses qui vous ont surpris? Vous vous êtes dit, j'aurais jamais eu l'idée de proposer ça? Alors, chaque année, je suis toujours étonné, ils réussissent à trouver des projets où je me dis, mais d'où est-ce qu'ils sortent en fait les porteurs de projets? Ce sont des idées qui sont bien amenées, qui sont bien exécutées. Et ça m'arrive régulièrement de commencer j'arrive, je vois le projet, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas pour moi, ça n'a pas de sens. Et je vais être retourné, je vais écouter en fait le pitch des entrepreneurs, des porteurs de projets. Et ils vont réussir à me convaincre parce que au-delà de l'idée et du projet lui-même, il va être porté par des personnes qui ont une passion, une résilience, une détermination sans faille qui va me donner envie de les accompagner. Ce pitch, justement, et c'est l'une des nouveautés de cette saison, il est désormais chronométré. Ouais. Qu'est-ce que ça change dans la dynamique de l'émission? C'est plus rapide, ça force en fait les porteurs de projets à expliquer dans un temps carré et limiter leur projet. Ils étaient trop longs avant? Ouais, c'était trop long et surtout, ça va laisser plus de temps aux questions-réponses parce que le pitch, c'est bien, c'est une chose, mais nous, ce qu'on aime, c'est vraiment rentrer dans le vif du sujet, de poser des questions, parfois les mettre un petit peu en difficulté parce que c'est bien de voir comment ils réagissent sous pression, ça permet de voir comment ils vont se comporter par la suite dans leur business. Et donc, plus on a le temps de poser des questions et d'être incisif, mieux ça va être. Vous avez donc compris les règles du jeu, y compris le plateau, les lumières, les caméras. Est-ce que ça vous donne envie de vous investir, par exemple, dans les médias, de monter par exemple, une société de production? C'est des choses qui peuvent vous intéresser? Non, je pense pas. J'adore faire de la télévision, je trouve ça génial, en fait, parce que j'y prends beaucoup de plaisir. Mais je pense que si je veux perdre beaucoup d'argent, il faut que je me lance dans les médias. Et c'est pas trop mon objectif. Je pense que la production audiovisuelle, que ce soit les médias, télé ou cinéma,
c'est vraiment très difficile et je ne pense pas avoir de toute façon la bonne idée ou la bonne approche pour réussir dans ce domaine. Donc non, je pense que je vais rester assis derrière la caméra. Ah bah, vous parlez de perte d'argent. J'imagine que depuis 5 ans, il y a quand même des projets qui n'ont pas fonctionné et vous avez perdu de l'argent, beaucoup. Oui. Alors, beaucoup, non, oui et non, ça dépend. En fait, c'est un pourcentage. Disons que j'ai investi quelques millions d'euros dans diverses entreprises depuis le début qui veut être mon associé. Ça fait 5 ans, donc une vingtaine d'entreprises. Et donc, bien sûr qu'il y en a quelques-unes sur les 5 ans qui ont mordu la poussière, qui se sont arrêtés, qui ont été en liquidation, déposé le bilan, parce que malgré toute l'aide, la volonté, parfois ça ne fonctionne pas, mais c'est normal. C'est vraiment le lot de toutes les entreprises d'avoir un pourcentage comme ça qui ne va pas aller au bout. Mais quand même, j'imagine que dans la balance, il y a plus de fois que vous êtes gagnant, j'espère. Alors ça, on le saura en fait peut-être dans 10 ans. Il faut savoir qu'une entreprise, avant de pouvoir faire ce qu'on appelle une exit, de pouvoir la revendre et donc de permettre aux investisseurs de récupérer une partie récupérer de l'argent, ça peut mettre facilement 10 ans. Et donc, il faut être très patient. L'entrepreneuriat, c'est un métier de patience. Est-ce que vous voyez des projets évoluer, différents types de projets, je pense notamment à l'IA, aux crypto-monnaies peut-être, mais d'autres types de projets qui viennent par rapport au début en 2020 quand vous avez commencé? Alors, il y a une maturité en fait des projets qui a évolué puisque je pense qu'aujourd'hui, les entrepreneurs font beaucoup plus confiance à l'émission. Au début, ils ne savaient pas trop ce qui allait se passer, est-ce que ça allait être bien traité, comment ils allaient être perçus, ils avaient peut-être un petit peu peur. Maintenant, aujourd'hui, l'émission, elle est énormément respectée en fait dans l'univers des entrepreneurs et donc tout le monde, de plus en plus de projets ont envie d'y aller et cette évolution, elle est vraiment là sur la maturité. Il y a de plus en plus d'entreprises qui aujourd'hui sont rentables, qui ont des business qui tournent bien, alors qu'au début, c'était souvent des projets qui allaient se lancer, qui étaient un petit peu au début de l'aventure et c'est ça qui a changé. Après, il y a évidemment des thématiques qui arrivent. Il y a l'IA aujourd'hui est là, la crypto. Non. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut quand même que les projets soient compréhensibles par les téléspectateurs. Et là, je pense que si on commençait à parler de crypto-monnaie, on perdrait rapidement tout le monde. Ça reste de la télévision. Bien et donc sûr. avec des candidats qui ont compris les codes, un peu comme de la télé-réalité, où finalement le naturel n'est peut-être pas celui qu'il était avant. En tout cas, on vient avec les codes, quoi. Oui, mais c'est plutôt de la réalité à la télévision. Et de toute façon, le pitch, la discussion, ça va durer 1 heure, 1 heure et demie. Donc si quelqu'un joue un rôle, il va vite l'oublier et donc il va retomber. Donc en fait, non, c'est très naturel, il n'y a pas de script. Et les entrepreneurs, de toute façon, sont tellement portés par leur projet que l'authenticité est ce qui paye le plus. Et je pense qu'en télévision, c'est aussi ce qui fonctionne le plus. Et on a parfois quand même des personnes qui sont des sacrés personnages. Ils n'ont pas besoin d'en rajouter, ils peuvent rester authentiques et ça fait de la bonne télévision. Vous auriez été justement un bon candidat pour faire de la bonne télé si l'émission avait existé à l'époque du Lancement Manager? Je me suis posé la question, est-ce que j'aurais été bon? Est-ce que j'aurais réussi à convaincre les investisseurs? Je ne sais pas, la question reste ouverte. L'autre figure de l'émission qui est là depuis le début avec vous, c'est Marc Simoncini. Oui. L'échec de ces vélos Angel, on en a beaucoup parlé, vire au conflit judiciaire avec ses partenaires. Est-ce que vous avez pu échanger avec lui? Non, pas vraiment. J'ai évidemment suivi l'affaire et ça montre à quel point en fait l'entrepreneuriat est difficile. Et là, et en plus le hardware, le fait de fabriquer des produits physiques et de les vendre, c'est très 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 compliqué. Et malheureusement pour Marc, ça s'est mal passé. Et moi, je suis vraiment désolé pour lui parce que c'est une belle aventure. Mais voilà, c'est l'entrepreneuriat. On a des réussites, on a des échecs. Et tout ceci n'est que transitoire. Autant la réussite que l'échec, c'est transitoire. Et j'ai aucun doute sur le fait que Marc, s'il a envie de se relancer dans quelque chose, se relancera dans quelque chose. Et puis, cette fois-ci, ce sera à nouveau une réussite. Malgré tout, derrière ça, il y a aussi des clients qui demain pourront peut-être plus utiliser leur vélo. Ça complique les choses. Il y a une réalité derrière ces vélos. C'est pas juste une... Alors bien sûr, là je ne connais pas vraiment les détails et comment ça va pouvoir avancer pour Marc, s'il y a une suite judiciaire effectivement, mais il y a aussi des assurances et je pense que les clients qui ont acheté des vélos, j'espère en tout cas, pourront trouver une solution. Et je suis sûr que Marc fera tout pour que ses clients aient une solution, parce que Marc c'est quelqu'un qui est vraiment animé par des vraies valeurs. Et en tout cas, il ne fait pas tout ça juste pour gagner de l'argent. Enfin, c'est pas, je pense qu'il est animé par quelque chose de fort. Et donc, j'ai tout à fait confiance dans Marc. Est-ce que ça veut dire que vous êtes partant pour une 6e saison, même avec tout ce qui s'est passé Ah oui, bien sûr, bien sûr. Si on me propose d'aller sur une 6e saison, je pense que j'accepterai. Mais
On verra, on m'a encore rien proposé. Merci à vous, merci d'avoir répondu aux questions de BFM Business et de BFM Merci. TV. Hebdocom sur BFM Business.